Bonsoir et bienvenue dans l'émission La Tribune. Cette semaine, on va discuter de la suppression de la ligne SNCF, Le Tréport, Mers, Abbeville. Et puis on va revenir sur cette année 2017 en compagnie de Loïc, de Michael et puis de notre invité David Lefebvre qui est le maire de Fruy-Escarbotin et qui aussi grâce à lui cette émission vit. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, c'est un plaisir d'être avec vous. Donc on va commencer tout de suite sur c'est un peu la rumeur qui s'est confirmée malheureusement au niveau local. Donc c'est la suppression de la ligne SNCF Le Tréport, Mers, Abbeville. Toi Loïc, qu'est-ce que tu en penses de cette suppression? Pour toi c'est normal? Ça part d'une logique économique quand même malgré tout. Après de se dire si c'est encore utilisé, c'est ce qu'on pouvait évoquer. Aujourd'hui, est-ce que cette ligne elle est encore vraiment utile quand on voit le service de bus qu'il peut y avoir à côté? Bon après c'est une ligne anciennement effectivement entre Paris et le Tréport et qui relie un peu tout ce qu'il peut y avoir. Donc socialement elle a une vraie raison d'exister et c'est dommage de devoir la supprimer. Après il faut aussi voir le coût que ça engendre, le coût d'entretien, le coût des différentes liaisons que ça peut avoir. Ça veut dire que les deux sont compréhensibles. Après, c'est dommage de se passer d'un service, mais est-ce qu'on peut encore le conserver, sachant que ça nous fait perdre de l'argent? Parce que ce serait une suppression de la ligne ferroviaire, mais serait remplacée du coup par des bus. En tant qu'élu, est-ce que toi tu t'es mobilisé contre cette suppression? On s'est mobilisé, mais pour être complètement transparent, pas outre mesure. On l'a fait au niveau communautaire. On a participé, on a signé des pétitions, etc. C'est vrai qu'à titre personnel, je partage assez ton raisonnement. Il faut toujours qu'on soit très vigilant quand on associe service public à aspect économique, c'est clair. Mais en même temps, il y a quand même des réalités économiques et puis aussi des réalités de terrain. Certes, cette ligne ferroviaire-là, elle est importante pour un nombre de personnes, peut-être pas assez important, pas assez grand. Bien évidemment qu'il y a une dimension sociale, parce que lorsque l'on touche au réseau ferré, il est clair que derrière, il y a forcément toujours une idée de se dire est-ce que finalement on n'est pas en train de diminuer le service public, est-ce qu'on ne vient pas essayer de faire des économies de bout de chandelle, mais pour autant, il y a quand même cette réalité économique-là. Et moi, ce que j'aimerais en tout cas, c'est que quand on a des très fortes mobilisations comme ça, que ce soit des élus ou des usagers, mais déjà que les usagers c'est encore à part, il faut bien maîtriser le dossier. Moi honnêtement, ce dossier-là, je ne suis pas rentré dans les chiffres, je suis incapable de dire combien ça représente d'usagers, combien ça représente de coûts à l'entretien, combien d'investissements nécessaires, parce qu'il y a une vraie problématique, c'est au-delà du coût de fonctionnement, c'est aussi les investissements nécessaires pour que la ligne elle perdure. Et encore une fois, quand on ne maîtrise pas ça, je pense qu'il faut, en tout cas lorsqu'on a un discours public, politique, il faut quand même être vigilant, parce que c'est aussi trop facile d'aller crier haro sur la SNCF, parce que derrière il y a ce genre de positions qui sont prises. Encore une fois, je dis pas que... Aujourd'hui on défend peut-être plus un symbole, quelque part. Ouais, c'est sûrement ça, mais il faut aussi se méfier des symboles. Il faut se méfier des symboles parce que derrière, il y a des réalités qui sont des réalités factuelles. La société évolue, les modes de transport évoluent. Alors après, ce qu'on peut regretter, c'est le discours un peu paradoxal des services de l'État qui très souvent nous invitent à faire du transport en commun. Dans le cadre de nos documents, notre futur document d'urbanisme à l'ère communale, c'est un point important qui est une exigence des services de l'État. Et puis par ailleurs, on vient aussi te dire mais pour le coup, cette ligne-là, elle sera supprimée. Donc c'est aussi ça qui parfois est un peu difficile à accepter. Maintenant, encore une fois, soyons vigilants, c'est-à-dire avoir juste une posture de dire je défends juste le symbole. Je pense qu'il faut parfois aller chercher un peu plus loin. Mais encore une fois, le dossier, je ne le maîtrise pas assez techniquement parlant pour avoir un vrai avis tranché. Toi, ton sentiment en tant que citoyen, Michael? Pour moi, c'est un non-sujet. Dans la mesure où ce qui compte, c'est que les citoyens puissent aller d'un point A vers un point B, en l'occurrence le Tréport à Abbeville. Et pour ça, il y a des lignes de bus. Donc on utilise les lignes de bus, et puis peu importe le mode de transport, du moment qu'on arrive au point auquel on veut arriver. Et puis comme vous le dites tous les deux, il y a des investissements à faire. Quand on voit que cette ligne-là, il y a encore des rails là, qui tiennent avec des boulons de 1958, c'est marqué dessus.
La sécurité des Enfin, usagers est 80 clairement en millions jeu. d'euros de travaux. Ouais, minimum. Pour Donc entretenir ça. la rentabilité, elle est où quand on le prend, moi je l'ai pris 1 ou 2 fois. Déjà, je trouve qu'il y a des problèmes de sécurité. Il n'y a pas de contrôleur, il n'y a personne dans le train. Et c'est un peu dangereux, mais les enfants qui l'ont également prise se sont fait agresser 2 fois. Donc non, pour moi, c'est bien. On parle d'une Les bus, c'est bien. suppression, mais donc d'un remplacement aussi par des bus. C'est quelque part déjà le cas. Là, 80% à la journée, c'est que des bus SNCF. Il y a 2 passages le matin et 2 passages le soir seulement, qui sont des trains. Donc aujourd'hui, elle est très peu utilisée quand même, cette ligne. Ouais, et le but c'est qu'on puisse transporter les usagers d'un point A à un point B. Après, peu importe le moyen. Si on le fait en hélicoptère parce que ça coûte moins cher et que c'est mieux, on le fait comme ça. Là, le bus c'est mieux, c'est plus écologique, ça coûte moins cher. On parle quand même des deniers publics. Par contre, on parlait juste d'un impact touristique. C'est une ligne qui est reliée aussi vers Paris. Est-ce que ça peut avoir un impact? Je pense qu'encore une fois, le touriste pourrait être impacté, mais celui qui veut venir sur la baie, je pense qu'il a un peu de moyens de se déplacer. La vraie difficulté, en tout cas, c'est le discours qui est porté au niveau politique, c'est vraiment la dimension sociale. C'est de dire finalement celui qui peut se déplacer en voiture, qui est aussi en capacité d'aller faire du transport multimodal. C'est-à-dire qui a la capacité de dire je vais d'un point A à un point B et je sais que je vais devoir peut-être prendre un petit peu le bus, un petit peu le train, peut-être que je devrais terminer en taxi ou j'en sais rien, ou sur des lignes de bus mais qui sont propres à la commune dans laquelle je me trouve. Bon. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu là-dessus, c'est la notion de visibilité. Et d'ailleurs, au niveau de la com, on a une étude de mobilité qui est maintenant terminée, dans laquelle on voit bien qu'il y a une vraie difficulté de compréhension de l'offre de transport en commun. Et c'est aujourd'hui ce qui pose aussi pas mal de difficultés à l'usager, et ce qui fait qu'on va privilégier plus facilement la voiture, pour celui en tout cas qui en a les moyens. Donc là, clair, à mon avis, ça va vraiment être ça. Et sur un territoire rural comme le nôtre, il faut aussi garder à l'esprit que le transport en commun, y compris le bus, c'est loin d'être rentable. C'est un coût très fort, oui, effectivement. Voilà. C'est pour ça aussi. Alors, c'est un service, dans certaines parties du territoire, c'est un véritable service public. Mais encore une fois, la notion de service public ne veut pas forcément dire qu'on peut se permettre que ça coûte des sommes faramineuses et qu'il n'y ait pas une efficience du service sur le territoire. Il faut être relativement vigilant. Mais moi, je suis plutôt partie de ceux qui privilégient le transport à la demande, multimodal. Il y a qu'à se balader sur la RD 925 qui suit la ligne de chemin de fer. Vous regardez quand vous croisez les véhicules en face de vous, combien de véhicules comptent 4 ou 5 personnes. La plupart des véhicules que vous croisez, ils comptent 1, 2, 3 personnes maximum. Il y a un vrai enjeu à ce niveau-là. Alors après, ça c'est culturel, et c'est pas une histoire d'investissement, parce qu'au final ça coûterait pas grand-chose. Mais est-ce que ça risque pas encore d'isoler un peu plus le territoire là, sur cette suppression? C'est la question qui est sous-tendue, à se dire ces différentes lignes-là, ça fait partie de plusieurs lignes régionales. C'est de se dire, ça risque d'accentuer la fracture entre les villes et les campagnes. C'est un risque qu'il peut y avoir. Après c'est aussi... Parce que c'est une ligne qui est utilisée beaucoup par les étudiants, par les actifs, mais surtout par les étudiants. Parce que ça va pas être compliqué maintenant pour rejoindre, on va dire peut-être un bien. Ça peut être les bus, et je pense que la question elle est aussi surtout sur la manière de faire et sur la lisibilité qu'on peut avoir. Aujourd'hui, d'avoir une zone de covoiturage dans la Somme, c'est encore marginal. C'est pas beaucoup développé. Il y en a, mais après, le frein est culturel. C'est ça. Que faire monter quelqu'un dans sa voiture quand on ne le connaît pas, culturellement c'est difficile, surtout sur un territoire rural. C'est pas pratique non plus. On est dans une zone rurale, donc on a des distances importantes. Quand on doit emmener quelqu'un qui est au Tréport, alors qu'on habite à Friville-Escarbotin, c'est une demi-heure de perdu pour aller le chercher. Ouais, non, mais après c'est comment est-ce qu'on arrive, et moi je suis persuadé que les outils d'ailleurs technologiques, on le voit bien avec les Blablacar, etc., répondront à cette problématique-là. C'est-à-dire comment est-ce que moi qui me rends au Tréport finalement à moitié vide ou quasiment à vide parce que j'ai besoin d'aller au Tréport faire mes courses, etc. Et puis à côté de ça, il y a Monsieur Dupont qui lui aussi a besoin d'aller au Tréport mais qui n'a pas les moyens d'y aller parce qu'il n'a pas son véhicule ou qu'il n'a pas le permis, etc.
c'est à ce moment-là qu'on va réussir à rejoindre les deux. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Et là, l'outil technologique est hyper important parce qu'il faut être au bon Vous allez moment. travailler sur l'étude de mobilité. Ouais, l'idée c'est d'avoir une plateforme de transport à la demande vraiment multimodale, donc que la personne va aller du point A jusqu'au point B, qu'on ait des algorithmes derrière qui travaillent en disant voilà ce qui va être le plus simple pour toi en transport en commun, et moi j'espère aussi en transport privé. Donc les lignes régulières, c'est pas l'avenir. Honnêtement, sur un territoire comme le nôtre, moi j'ai du mal à y croire. Après c'est une histoire aussi de volonté politique, mais il faut être réaliste, la volonté politique elle est tenue aussi par des réalités économiques. Moi demain aller monter des lignes de bus pour les voir à moitié vides, et quand je dis à moitié on serait à mon avis gentil, regardons Trans 80 quoi. Après, ça pose aussi la question de la concurrence que tu peux avoir sur les secteurs, parlons du ferroviaire. Est-ce qu'en ayant 3 ou 4 entreprises qui travailleraient sur le réseau ferroviaire français, est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité de limiter les coûts pour une société pour justement entretenir ces lignes-là qui sont à faible rentabilité, voire à rentabilité quasi nulle? C'est une question ouverte, mais qui se pose aussi sur pas mal de secteurs, justement, où l'entretien est plus coûteux qu'au final ce qu'il peut y avoir sur d'autres lignes. Une ouverture à la concurrence ça peut poser la question d'une ouverture à la concurrence du ferroviaire. Parce qu'il faut pas faire attention aussi à la sécurité. Ça peut pas fonctionner ça parce que de toute façon les compagnies qui pourraient s'installer seront obligées d'utiliser le réseau existant SNCF. Donc la SNCF leur fera supporter le coût et du coup elles seront... Le réseau ferré. Oui, voilà. Pas forcément le réseau utilisé par la SNCF. C'est là la nuance à retrouver. Ouais, mais le gain, l'ouverture à la concurrence peut être intéressant quand il y a des gains de productivité potentiellement importants. Là, ton gain de productivité sur ce type de transport-là, et en particulier en zone rurale comme chez nous, tu l'as pas. Pourquoi ? Parce que ce qui coûte le plus cher, c'est le mec qui va conduire ton train, et ça t'as pas le choix, en tout cas jusqu'à aujourd'hui techniquement parlant. Ce qui coûte cher, c'est d'entretenir tes voies, donc de toute façon, voilà. Et puis c'est ton matériel roulant. Je veux dire, donc derrière, comment diminuer tes coûts quand déjà dans ton train, finalement, t'as que le conducteur et t'as même pas de contrôleur sur ta ligne. Tu pourras les diminuer en disant que ça te permet de mutualiser les dépenses sur plusieurs sociétés plutôt que de supporter aujourd'hui, c'est la SNCF qui est obligée de supporter la totalité de l'entretien du réseau. Oui, mais à client équivalent, il n'y aura pas plus de clients. La question du nombre de clients ou quoi que ce soit se pose même pas, mais le fait que la SNCF qui doivent payer, on va dire, je pense qu'ils devraient partager les coûts quelque part. Ce sera donc tu auras 4 sociétés un peu déficitaires au lieu d'en avoir une seule trop déficitaire. Ça marchera pas. C'est peut-être à dire, mais c'est une question qui peut se poser. Mais il y a des choses qui fonctionnent, hein. La SNCF, le Ouigo qui te permet d'aller de Paris à Marseille à 10 €, ça c'est génial. Mais bon, il y a 2 ou 3 000 types de... Ouais, mais d'accord, ils savent faire des choses. Il y a, en baissant les coûts, en apportant un service supplémentaire, ça peut fonctionner. Maintenant, de toute façon, le problème là aujourd'hui, c'est pas le prix. Le prix du ticket, il est à 3 € et quelques, moins les réductions. Et je sais qu'il y en a beaucoup à la SNCF, il y a plein de programmes. Je pense pas que ça soit le frein aujourd'hui. Donc c'est juste, quelque part, c'est culturel. Et malgré la mobilisation, vous pensez qu'elle va être supprimée ? Moi je pense que malheureusement c'est acté. Et c'est là toute la difficulté, c'est-à-dire au-delà de est-ce qu'il faut la supprimer ou pas, considérant qu'aujourd'hui ça reste un réseau public. Je pense que ça mériterait d'avoir une consultation bien plus large que simplement écouter quelques élus qui vont faire des pétitions, qui vont être pour ou qui vont être contre, peu importe, mais en tout cas qu'il y ait une vraie prise de conscience collective, que chacun puisse s'exprimer à ce sujet-là en connaissance de cause, encore une fois, c'est-à-dire qu'il faut être capable d'amener sur la table des chiffres, des statistiques qui permettent aux uns aux autres de se faire une idée. Après, certains seront favorables à maintenir à tout prix, coûte que coûte, ce service public-là. D'autres seront plus regardants à l'aspect économique, à la viabilité économique. Mais encore une fois, la majorité est censée l'emporter. Là, ce qui est très dommage dans ce dossier-là, c'est que ça a été très brutal. Voilà, c'est-à-dire après, ça faisait quand même quelques années que c'était dans l'air du temps. En laissant vraiment une porte ouverte à la discussion. Or, la vérité, c'est que la discussion, a priori, n'a pas été faite, y compris au niveau de la région. Le président de la région était quand même très très surpris de la décision qui avait été prise par rapport à ça. Alors après, moi je suis pas dans les confidences des uns et des autres, et puis à la limite ça m'intéresse pas forcément, mais en tout cas, vu de l'extérieur, ça semble quand même relativement brutal, même si ça fait des années qu'on en parle.
Donc on va rester maintenant au niveau local, on va parler un peu de la commune de Fréville. Donc tu es à mi-mandat, on va dire, vous êtes à mi-mandat du deuxième. Donc les projets pour l'instant, comment ça se passe aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Un premier bilan peut-être Un bilan je sais pas, mais en tout cas une chose est certaine, c'est que ce mandat-là est un mandat très particulier. On le savait avant 2014, mais on n'avait pas forcément, en tout cas moi j'avais pas forcément conscience de la particularité qu'allait prendre ce mandat, dans le sens où il y a beaucoup de changements entre notamment le rapport que les communes peuvent avoir avec leur interco, les comités de communes. Oui. Et ça bouleverse fondamentalement le job de maire, surtout dans une commune comme la nôtre où on a encore un peu de moyens. Parfois la commune de Fréville est taxée d'être pas forcément dans cet esprit communautaire. Non, je peux le comprendre, mais honnêtement c'est absolument pas ça. C'est simplement ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a des visions d'élus qui sont dans un périmètre plus restreint que le nôtre, parce que effectivement quand vous êtes à la tête d'une commune de 500 ou 600 habitants, financièrement c'est très compliqué de pouvoir mener à bien certaines politiques. Je pense notamment aux politiques éducatives qui restent sur notre territoire la compétence des communes. Quand vous êtes une commune de 5000 habitants, vous avez déjà un peu plus de moyens là-dessus, mais vous n'avez pas forcément la même vision que des élus qui, je ne vais pas dire relèguent, ou en tout cas ne font pas d'une priorité absolue la réussite éducative. Chez nous, en tout cas pour ce qui me concerne, et mon conseil municipal m'a toujours suivi dans ce sens-là, la réussite éducative c'est la priorité. C'est la priorité des priorités. Donc on se donne les moyens de pouvoir mettre en place des politiques éducatives efficaces. Encore une fois, avec toutes les limites qui sont les nôtres, je veux dire, c'est pas nous qui faisons les programmes dispensés à l'école, etc. Mais en tout cas, dans notre champ d'action, on essaie vraiment de se donner les moyens là-dessus. Et c'est vrai que avec d'autres communes un peu plus petites, en tout cas où la vision de l'élu est pas forcément la même, c'est vrai que parfois il y a des points d'achoppement. Et donc ça peut donner le sentiment que la ville de Fréville-Escarbotin n'est pas forcément envie de prôner l'intérêt communautaire, ce qui fondamentalement est faux. Et encore une fois, on ne peut même si on le voulait, aujourd'hui on ne pourrait pas. Ouais, c'est la loi maintenant. Fiscalement, de toute façon, on est les plus gros contributeurs et de très loin de notre interco. Dès qu'on a la possibilité de mettre en musique des moyens et de les mutualiser, on essaye de le faire intelligemment. Voilà. Après, encore une fois, quand vous avez une commune d'un côté de 5000 habitants et puis une commune de 400 de l'autre, c'est pas forcément les mêmes priorités, et puis c'est pas les mêmes moyens. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment le fait marquant de ce mandat-là. On sent que l'interco... Il est plus difficile que le premier, même si le premier, ça doit être tout nouveau pour toi. Il n'est pas plus difficile, il est moins intéressant. D'accord. Pour être complètement clair et transparent là-dessus, il est moins intéressant parce que l'interco prend de plus en plus de place et que même si on garde quand même un peu de moyens, on en a de moins en moins. Et donc financièrement, tous les efforts que tu as fournis sur les 6 premières années à essayer de structurer tes services, à essayer de mettre tout ça en marche, pour justement pouvoir garder un petit peu de capacité à investir, tu t'aperçois que la loi t'a gratté chaque année 100-150 000 euros, et ça cumulé sur 6 ou 7 ans, ça commence à être non négligeable, et qu'aujourd'hui finalement ta capacité à investir elle est vraiment restreinte, et donc du coup les grands projets que l'on pouvait avoir, il va falloir les lisser dans le temps. Et aujourd'hui, on n'a aucune certitude sur notre capacité à les mener seul jusqu'au bout. Toi, Mickaël, tu habites Feuquières, mais tu as une société basée à Fréville. Comment tu perçois l'action du maire de Fréville et puis la commune de Fréville en général? Très dynamique, ça bouge, il suffit d'aller voir la zone. Et puis on a un maire qui est à l'écoute. Bon, j'aime pas faire des compliments. Non, mais... non, franchement, ça se passe bien. C'est un Fréville rayonnant maintenant. On peut dire qu'on est fier d'être à Fréville. Et il faut aller voir la zone, encore une fois, je me répète, mais ça construit. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Bah oui, il y a plein de choses, c'est énorme. Puis on voit, il y a une offre culturelle intéressante. Il y a un spectacle tous les ans pour la fête de la musique qui draine du monde. Oui. Voilà, tout le monde s'y sent bien. Pour moi, dès que ça toi, Loïc, tu perçois comment Fréville-Escarbotin, même si t'es pas du coin? Ce qu'on peut voir, c'est que je pense que c'est une ville qui va permettre
qui permet encore plus de dynamiser le secteur. On parle du secteur touristique, on n'est pas si loin que ça au final, et de garder le développement économique à côté. Ça fait un peu lien, on va dire, entre ce que tu peux avoir sur Abbeville et la côte directement, où tu as quand même encore un secteur touristique malgré tout qui est présent, mais qui est un peu plus lointain. Je pense que c'est important d'avoir deux ou trois villes un peu partout dans le département, justement qui insufflent une nouvelle dynamique comme ça. C'est un peu moins vrai de certaines autres villes de l'autre côté du département. Quand on va avoir d'autres villes du côté de Roy ou Montdidier pendant quelques années, ça a été beaucoup plus critique. Et c'est intéressant de voir que ça se développe de plus en plus vers la baie, plus que vers les terres un peu plus anciennes, on va dire, alors qu'au final, industriellement parlant, on parle de deux endroits qui ont une histoire assez forte, mais qui se développent pas du tout de la même manière dans les années qui viennent. Donc là, tu parlais de difficultés, de plus de difficultés à investir. Donc dans la deuxième partie du mandat, ça va être axé sur quoi les investissements? C'est quoi les projets à venir? Encore une fois, la feuille de route qui était dressée il y a 3 ans, elle va être rebattue là en début d'année avec l'ensemble des élus, puisque en 2014, on exerçait la compétence voirie, qui est une partie très importante des dépenses d'investissement de la commune. Parce qu'encore une fois, on considère que la voirie fait partie intégrante du cadre de vie et qu'il est toujours plus sympa de marcher sur des trottoirs propres avec des aménagements paysagers bien réfléchis, bien pensés, plutôt que de se retrouver dans des routes où tout est cabossé, où c'est pas très joli, ou en tout cas ça n'a pas été paysagé. Donc ça, on le faisait en 2014, ça restait encore sur ce mandat-là une partie importante d'investissement. Sauf qu'au 1er janvier de cette année, donc 1er janvier 2018, cette compétence voirie part à la communauté de communes. Donc les projets que l'on avait vont devoir s'intégrer, les projets de requalification de voirie vont devoir s'intégrer maintenant à ceux de la com de com. Donc aujourd'hui, on ne sait pas non plus, on ne sait pas encore comment tout ça va s'articuler. Ce qui veut dire que la feuille de route pour les 3 années à venir, il va falloir la rebattre, étant entendu que encore une fois, ce ne sont pas les projets qui manquent, mais plutôt le financement, puisqu'on a le projet de requalification des friches Bricard qui est vraiment très emblématique chez nous, mais qui va nécessiter clairement le concours financier d'autres partenaires. On met la première pierre à l'édifice cette année. Les travaux ont démarré sur notre bâtiment dédié à l'accueil de loisirs au service périscolaire, là encore dans le cadre de la réussite éducative. C'est justement avec la politique de réussite éducative, est-ce qu'avec le changement de la semaine scolaire, comment ça se passe? Parce que c'était un bâtiment qui allait être dédié à ça. Ouais, alors pour les temps d'activité périscolaire, c'est vrai, on l'aurait utilisé si on avait maintenu l'étape, mais c'était aussi au niveau de l'accueil de loisirs et des services périscolaires, donc cantine, garderie, etc. Les temps d'activité périscolaire, encore une fois, on a joué la carte de la démocratie participative là-dessus. Moi, je ne voulais pas, en tant qu'élu, imposer une vision de ça, sachant que ça avait fait beaucoup de bruit et que ça avait été, là aussi, je pense, pas forcément bien mené à l'époque. Donc du coup, on a demandé aux parents de savoir si, est-ce que vous voulez continuer, est-ce que vous l'arrêtez. Une assez large, même une très large majorité s'est exprimée pour l'arrêt d'étape. Donc du coup, on a arrêté. Mais encore une fois, c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a arrêté l'étape que la réussite éducative peut pas se traduire autrement, notamment dans le cadre de nos accueils de loisirs et puis de tout ce qu'on met autour de l'école, notamment les clubs coup de pouce clés. Là, on va mettre en place à partir de janvier des clubs parents pour justement aider à rentrer dans la parentalité, parce que c'est pas toujours simple finalement. On apprend, il n'y a pas d'école pour être parent, et parfois on peut être un peu déboussolé. Et moi, je pars du principe que si on n'a pas quelques bases dans la parentalité, c'est difficile après pour les enfants de se sentir à l'aise dans le milieu dans lequel ils se trouvent, notamment à l'école. Et donc ça, on va essayer de mettre ça en place. Donc voilà le genre d'actions qui finalement sont des petites actions qui révolutionnent pas le monde, mais qui au final, je trouve, en tout cas moi ça reste un moteur pour moi ce genre d'action, parce qu'on espère que ça va porter ses fruits. Donc maintenant on va passer au niveau national. Donc on va revenir sur l'année 2017 avec le recul, l'élection présidentielle. Elle était comment cette élection? Elle était de bonne qualité, Michael? Que du bonheur. La démocratie s'est exprimée et c'est dommage qu'il y ait eu des affaires là, qui aient pollué un peu le débat, mais on a eu Et est-ce que la campagne était de bonne qualité? Toi, malgré le résultat, si même. Peu importe le résultat, oui, tout le monde a défendu ses chances, y compris ceux qui étaient attaqués de toutes parts pour des affaires notamment. Tout le monde a pu défendre ses chances et puis les militants sont allés sur le terrain, on a eu plein de débats et je trouve que oui, c'était une campagne de bonne qualité, avec du recul, oui. Loïc?
Je dirais plus surprenante que du bonheur, parce que ça a été, le contexte médiatique a été plus que particulier. J'ai trouvé cette année encore plus que les années précédentes. On avait vraiment l'impression que personne n'avait le droit à l'erreur au final. Est-ce que ça manquait pas un peu de fond cette campagne? Je pense que malheureusement ça a été un peu trop entaché. Alors après, les propositions qui devaient être faites, au final ont été faites, et puis au global tout le monde a pu s'exprimer. Mais il y a eu aussi cette histoire d'égalité du temps de parole, d'équité du temps qui est passé à de l'équité du temps de parole, qui a eu un petit impact. Ça n'a pas été énorme, mais ça a une réalité quand même. Et je pense que on a été plus sur du show sur certains moments que sur une vraie campagne présidentielle. Quand on commence à s'amuser à faire des hologrammes ou à se dire à remplir des salles de concert plus que des salles salles pour parler de tous les candidats, il y en a eu un peu pour tout le monde. Je trouve que ça perd le côté légitime. Après, en soi c'est pas vraiment le cas, parce qu'il y a eu quand même des débats qui ont permis d'éclaircir un peu tout ça, mais ça a été peut-être un peu trop de show comparé à ce que ça pourrait être réellement. David, toi tu l'as pensé comment, cette campagne? J'ai pas énormément de recul, j'ai pas connu 20 campagnes présidentielles, donc c'est difficile. Après, je pense que ça restera quand même une campagne qui sera marquée dans les annales, non pas forcément pour la qualité des débats et pour ce que ça a réellement apporté aux idées, mais plutôt sous la forme et puis sur le résultat. Clairement, parce que ce qu'on retiendra, je pense, dans 20 ans, c'est pas forcément l'affaire Fillon, c'est pas forcément le couac de Le Pen au second tour, dans l'entre-deux tours. Ce qu'on retiendra, c'est l'élection d'Emmanuel Macron. Voilà, donc c'est après qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas le personnage. Je pense qu'on peut pas, en tout cas, il peut pas laisser indifférent, son élection ne peut pas laisser indifférent, parce que c'était quand même une révolution dans le sens où il a quand même réussi à bousculer des partis institutionnels, la gauche et la droite, et recréer finalement un nouvel ordre politique. Bon, moi, en tout cas, mon seul regret jusqu'à présent, je n'analyse pas forcément en détail les actions qui ont été menées, mais il y a une erreur fondamentale qui est faite par Emmanuel Macron, c'est le fait de continuer à faire de la politique de la même manière que ses prédécesseurs, alors qu'il incarnait cette forme de renouveau. Donc pour l'instant, il va avoir des résultats, et je pense qu'il en aura quelques-uns. Et dans le fond, le vrai enjeu pour moi de cette élection-là, c'est-à-dire est-ce qu'on arrive à redonner une vraie légitimité à la démocratie et au peuple? Est-ce qu'on est capable de s'orienter vers une démocratie participative et pas simplement une démocratie représentative comme on la connaît depuis 2 siècles? J'ai pendant un temps espéré qu'Emmanuel Macron incarnerait ça, parce que c'était la première des étapes pour arriver à mettre en place une démocratie participative, c'était de faire tomber la gauche et la droite. Mais là, il n'a aucun intérêt pour l'instant, parce que ce soit dans les sondages ou même son début de quinquennat, on a déjà l'impression qu'il peut être réélu. Et c'est ça le problème. Après, ça va vite, il reste encore 4 ans, mais c'est ça le problème. On a déjà l'impression qu'il a trouvé la bonne formule et que... Ce qu'il y a de drôle, je relisais ce matin la une de l'année dernière, du journal de l'année dernière. Et le titre c'était La bulle Emmanuel Macron va-t-elle éclater? Il était à, 5-10%, personne n'y croyait. Non mais c'est drôle, hein. Et puis en fait... Après l'affaire Fillon lui a fait aussi quelque part... Il n'y a pas eu que ça. Si c'était le cas, à l'époque, il était favori, monsieur Fillon. Il serait pas haut dans les sondages aujourd'hui. Après, est-ce que ça a eu un impact? C'est indéniable, mais d'avoir un candidat représentant d'un parti historique qui est le Parti Socialiste qui se retrouve à 6,20% de vote, ou 6,70%, je ne sais plus un des deux, c'est quand même... c'est ça, c'est un chaos de la vie politique qui a été créé par ça. Là, c'est en pleine reconstruction aujourd'hui, mais... c'est un renouveau plus qu'un chaos. Renouveau. Parce qu'il n'est pas arrivé en cassant. C'est les partis institutionnels qui eux-mêmes ont implosé. Mais je veux dire, lui est absolument pas à l'origine, en tout cas, même si effectivement on peut se dire que s'il n'avait pas été élu, ça serait peut-être pas arrivé, mais en tout cas il n'y a pas eu cette volonté manifeste-là de dire on fait imploser les partis, même si peut-être en jouant avec plusieurs bandes, peut-être qu'ils pensaient inconsciemment ou consciemment, j'en sais rien à ça. Mais c'est plus une forme de renouveau. Mais encore une fois, le renouveau pour moi, c'était pas comment on crée un nouveau parti qui fonctionne de la même manière que la droite,
que les Républicains. Que, voilà. D'ailleurs, Justement, après, les je sais pas, ils sont déçus, là, on a l'impression Ouais. des marcheurs. Bah, ça dépend. Après, il y a eu une ou deux étapes qui ont été peut-être un peu manquées, et notamment la loi dans la loi de moralisation, il y a des étapes qui sont encore inachevées aujourd'hui, qui vont peut-être l'être dans les 5 ans. Donc voilà, merci d'avoir participé à cette émission, Mickaël, Loïc. Monsieur Lefebvre, ça a été un plaisir d'avoir discuté avec vous. J'espère que vous repasserez dans quelques années, si elle existe encore, cette émission. J'espère. Voilà, l'émission se termine. J'espère que vous serez nombreux à nous regarder une nouvelle fois sur YouTube et sur Facebook, La Tribune, Actualité, émission politique. Merci, au revoir.